Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un genre littéraire coréen médiéval, assez fascinant et peut-être un peu méconnu, le paix et sol. Oui, bonjour. Un genre vraiment riche. Et pour nous guider, on a une source particulière, un article académique de Dédé Élisiev, publié en 1969. Tout à fait. De l'Institut des manuscrits orientaux de l'Académie des sciences de l'URSS. C'est important de noter la date et l'origine, ça donne une perspective. Exactement. Et l'article s'intitule L'esquisse dans la littérature coréenne médiévale, paix et sol, trait du genre. Notre mission aujourd'hui, essayer de comprendre ce qu'est ce paix et sol. Ses origines, ses caractéristiques. Voilà. Quelle était sa place? On va essayer d'extraire les informations clés de cet article. Alors, on y va? Allons-y. Bon, pour commencer, le terme même paix sol en coréen. D'où ça vient? Elisef, il propose une piste intéressante, non? Un parallèle avec la Chine. Oui, tout à fait. Il évoque la tradition chinoise des Paiguan Shaoshu, Paigan Shaoshu. La littérature des petits fonctionnaires. C'est ça. Des fonctionnaires qui collectaient un peu tout ce qui se disait dans le peuple. Récits, rumeurs, faits divers. Pour informer plus haut. Une sorte de veille populaire, quoi. Voilà, c'est une bonne analogie pour saisir l'idée de départ, cette collecte de petites histoires. Mais, et l'étude d'Elisef insiste là-dessus, Oui, c'est que le païseul coréen, ce n'est pas juste un calque. Il y a l'inspiration, d'accord? Mais le genre a vraiment pris racine en Corée. il a développé ses propres spécificités. Exactement, ses propres saveurs. L'article dit même qu'il apparaît avant le XIIe siècle. Donc c'est bien une trajectoire coréenne, une acclimatation créative, pas une simple importation. D'accord. Et ce XIIe siècle, justement, ça nous amène à une figure clé mentionnée dans l'article, Ino. I-N-O-E. Ah oui, un grand nom. Lettré, poète et fonctionnaire sous Koryo. Et son œuvre phare dans ce domaine, c'est le Paranship, P-A-N-J-P. On traduit ça comment d'ailleurs? Recueil pour briser l'oisiveté? Oui, ou pour chasser l'ennui, quelque chose comme ça. Le titre est déjà assez évocateur, je trouve. Ça suggère un contenu assez varié, peut-être un peu décousu, hein? Tout à fait. Et le processus de création que décrit Élisiev est très révélateur de l'esprit PSOL. Apparemment, Iino n'a pas écrit ça d'un bloc. Ah non? Comment ça s'est fait alors? Du... Au fil de l'eau, sans forcément penser à un livre au départ. Voilà, exactement. Sans plan rigoureux au début, c'est la réunion de tous ces fragments, de ces esquisses, comme dit Élisève, qui a formé le recueil après coup. Intéressant cette genèse un peu organique. Oui, l'œuvre se construit par sédimentation. Ça montre une attention au quotidien, aux détails. Et du coup, si ce sont des fragments assemblés, qu'est-ce qu'on trouvait dedans, concrètement? J'imagine que c'était très diversifié. Ah oui, alors là, l'article confirme. C'est une palette extraordinairement large. On trouve des anecdotes, parfois piquantes, sur des personnages historiques ou contemporains. Célèbre ou pas connu? Les deux, célèbres ou obscurs. On a aussi des légendes locales, du folklore, des contes. Ça donne un aperçu des croyances populaires. D'accord. Il y a aussi des descriptions de la nature, parfois très fines. Et puis, chose importante, des critiques sociales, Ah oui, directes, parfois voilé, parfois plus direct, ouais. visant les travers de la société, les abus, et puis des réflexions plus personnelles de l'auteur, ses jugements, ses états d'âme, et même des bouts de poésie. C'est vraiment un kaléidoscope. Un vrai mélange. Et les auteurs y trouvaient où toute cette matière? Les sources étaient variées. La tradition orale coréenne, bien sûr, très riche. Histoire, proverbes. Les expériences personnelles aussi, j'imagine. Oui, crucial. Leurs rencontres, leurs observations directes. Ils puisaient aussi dans des écrits existants, chroniques officielles, parfois pour les nuancer. Ou les contredire. Peut-être, oui. D'autres œuvres littéraires, des lettres. Et puis il y avait le oui-dire, les rumeurs, le bruit de la société, quoi. Une sorte de collecte d'informations très large. Oui, une démarche de reporter, mais un reporter qui interprète, qui met en forme. Et ça soulève une question que l'article aborde, le rapport entre le réel et la fiction. Comment y gérer ça? Ah, ça c'est un point absolument central de l'analyse d'Élisive. Les auteurs de Prensol, souvent, ils se présentaient comme des témoins fidèles. Il disait, c'est vrai ce que je raconte. En quelque sorte, ils insistaient sur la véracité, le côté documentaire, mais l'étude montre bien que cette revendication coexiste avec une grande liberté artistique. C'est-à-dire? Les faits sont choisis, agencés, souvent embellis, dramatisés pour les faits littéraires, pour une morale ou juste pour rendre ça plus captivant. La frontière est floue donc. Volontairement flou, oui.
C'est cette tension, cette ambiguïté entre document et création qui fait la richesse du genre. L'auteur documente, mais il façonne aussi sa matière. C'est un artiste. Et la forme alors? Si le contenu est si fragmenté, comment ça s'organisait? C'était juste une liste de textes courts? En gros, oui. La forme la plus courante, c'est le recueil de textes courts, indépendants. L'unité de base, c'est l'esquisse, le fragment. Donc on peut avoir des dizaines, des centaines de petites pièces juxtaposées. Exactement. Sans forcément de lien logique très fort entre elles, à part le regard de l'auteur, ses intérêts. D'accord. Cela dit, ce n'est pas toujours complètement déstructuré. Élisève note que certains recueils ont une préface, où l'auteur explique un peu ses intentions. Ou un épilogue pour conclure. Seul, il y a cette préférence pour le bref, le concis, l'efficace. Chaque esquisse doit se suffire un peu à elle-même. Et là, l'article d'Élisève apporte une nuance intéressante sur la forme d'expression. On pense prose, mais ce n'était pas que ça. Précisément. L'article souligne que, oui, la prose narrative ou descriptive domine, mais il y avait une certaine porosité. Ah, Il prend l'exemple d'un autre grand nom, contemporain de Iino, Ikubo. Ikubo. Oui. Eh bien, selon Élisève, Ikubo, lui, il n'hésitait pas à intégrer des poèmes entiers dans ses écrits PSOL, ou à utiliser des tournures, des images très poétiques dans sa prose. Donc on pouvait mélanger les genres. Voilà, cette flexibilité formelle, même si ce n'était peut-être pas la norme absolue, montre que le PSOL n'était pas un genre figé. Il était vivant, adaptable. Pour rendre ça plus concret, l'article donne des exemples. Parlons de Chueja, un peu plus tardif, et son esquisse sur un certain Yugo. Qu'est-ce que ça nous apprend en fait? Ah oui, cet exemple est très parlant sur la fonction de portrait et sur cette fameuse tension documentation-création. Chueja, il cherche clairement à saisir la personnalité de Yugo. Comment il s'y prend? La malice suggère qu'il ne fait pas une description psychologique abstraite. Il accumule des anecdotes, des paroles, des gestes significatifs. C'est un portrait en action. L'article mentionne l'épisode de la gourde, c'est ça? Exactement. On raconte que Yuge, connu pour son détachement matériel, reçoit une gourde de valeur. Et hop, il la jette, la trouvant trop luxueuse ou je ne sais quoi. Juste un geste, mais qui dit tout. Voilà. Et c'est là qu'Élisève intervient. D'un côté, Shosha se pose en mémorialiste, il veut préserver le souvenir, rapporter des faits authentiques. La revendication de vérité. Oui. Mais de l'autre, le choix de cette anecdote, la façon de la raconter, la mise en relief, c'est une construction littéraire évidente. L'anecdote devient un symbole. Précisément, l'auteur utilise le réel, mais il le façonne pour lui donner un sens. C'est cette dualité, documentée et créée en même temps. Très clair. Autre exemple, on saute quelques siècles, 15e siècle, avec Kim Si-sup. Kim Si-sup, personnage différent apparemment. Ah oui, alors là, autre ambiance. Kim Si-sup est présenté comme plus marginal, un intellectuel brillant, mais qui a choisi de vivre en retrait du monde officiel. Un non-conformiste. Oui, errant, non conformiste. L'article dit même qu'on le surnommait tiltin, tilt, un terme qui évoquerait un personnage excentrique, un peu méprisé ou incompris. Ça devait teinter ses écrits, ça. Probablement. Ça suggère une perspective peut-être plus critique, plus satirique. Et comment son Pessol est illustré dans l'étude? Élisève cite une anecdote, mais cette fois c'est pour montrer une autre facette, la précision de l'observation. C'est-à-dire? Le passage décrit Kim Si-sup observant très attentivement des pêcheurs et le comportement des poissons. Les détails sont notés avec une grande finesse, les mouvements, les réactions, la technique. Donc le Pessol, ce n'était pas que les histoires humaines. Non, ça pouvait aussi être un lieu d'observation minutieuse du monde naturel. Capturer des moments de vie sur le vif, avec une acuité presque scientifique parfois. Mais toujours avec le regard de l'écrivain. Toujours, c'est la capacité du genre à saisir le détail significatif, qu'il soit humain ou naturel. Passionnant. Si on prend un peu de recul, d'après Élisève, quelles étaient les fonctions principales de cette littérature paesol dans la société coréenne de l'époque? L'étude en dégage plusieurs qui s'entremêlent. La première, évidente, c'est une fonction documentaire. Enregistrer ce que l'histoire officielle oubliait. Exactement. Coutumes, croyances, petits événements, vie des gens ordinaires ou hors normes. Ça donne une vision alternative, plus granulaire, plus vivante. D'accord. Ensuite, la fonction de portraiture, on l'a vu avec Shueisha, croquer des personnalités sur le vif, en saisir l'essence. Des instantanés très forts. Oui,
Et la critique sociale? Très importante aussi, surtout, selon Élisève, dans les pays seuls plus tardifs, XVIIe, XVIIIe siècle. Dénoncer la corruption, l'injustice, les abus de pouvoir. Sous le couvert de l'anecdote? Souvent, oui, c'était un espace de liberté relative pour exprimer une critique ou une réflexion morale. D'accord. Y a-t-il d'autres fonctions? Oui, il ne faut pas oublier le rôle de préservation du patrimoine oral. Mettre par écrit légendes, contes, mythes, ça a permis de sauvegarder une partie de la culture populaire. Important en effet. Et enfin, et ce n'est pas négligeable, c'était un terrain d'expression personnelle pour l'auteur. Même en prétendant être objectif, sa subjectivité est partout, Ses opinions, ses jugements transparaissent. constamment, dans le choix des sujets, le ton, les commentaires. Le P au sol, c'est aussi une fenêtre sur la pensée de l'écrivain lui-même. C'est fou de voir toutes ces fonctions coexister. Bon, si on devait synthétiser l'essence du P au sol telle qu'elle ressort de cette analyse de 1969, quels seraient les points clés? Alors, si on résume les traits mis en avant par Élisève. Premièrement, un lien très fort avec la tradition orale et l'histoire non officielle, les petites histoires. D'accord? Deuxièmement, une revendication d'ancrage dans le réel, personne, fait concret. Mais, troisièmement, ce réel est combiné avec une liberté artistique. C'est le mélange observation-interprétation, document-création. Oui, cette tension constante. Voilà. Quatrièmement, la forme privilégiée, c'est l'esquisse brève, le fragment, souvent rassemblé de manière organique dans des recueils. D'accord? Et le dernier point? Le plus crucial peut-être, la présence marquée de la subjectivité de l'auteur. Son regard personnel est partout. Ce n'est pas un miroir neutre. Parfait. Voilà une vision très claire. On a donc parcouru ensemble ces chemins du psé-sol, ce genre coréen médiéval si riche, grâce à l'éclairage de l'article d'Élisève. Un univers fascinant. Oui, où l'histoire côtoie l'anecdote, l'observation fine se mêle à la légende. Et où la critique sociale peut se nicher un peu partout. Au fond, qu'est-ce que cette exploration nous apprend? Le pied-sol, tel qu'analysé ici, montre bien la complexité du rapport entre littérature, histoire et société. Il nous rappelle que la grande histoire ne dit pas tout. Et il y a toujours une petite histoire à côté. Exactement, faite de détails, de rumeurs, de vie singulière, de regards critiques, que la littérature peut capter de façon unique. Le pied-sol, c'est une littérature ancrée dans son temps, mais qu'il reflète à travers un prisme subjectif, artistique, souvent dans des formats brefs, percutants. Une invitation à regarder au-delà des grands récits. Tout à fait, pour découvrir la richesse du vécu d'une époque. Et pour finir, une petite pensée, une question peut-être. Cette pratique ancienne, collecter des fragments de réel, une conversation, une scène vue, une histoire entendue, pour les assembler, les retravailler, les partager, Oui, ouais, où veux-tu en venir? est-ce que ça ne fait pas écho, d'une manière troublante, à nos propres pratiques aujourd'hui, à l'ère numérique? Les blogs, les fils sur les réseaux sociaux, les stories? Ah, intéressant comme parallèle. On documente nos vies, nos pensées de manière fragmentée, subjective, à partir d'éléments bruts qu'on choisit, qu'on met en scène. Les outils ont changé, l'échelle, la vitesse, mais l'impulsion de fond, Capturer des bribes de vécu, les interpréter, les diffuser? voilà, pour témoigner, raconter ou juste briser l'oisiveté, est-ce si différent de ce qui animait les auteurs de Pao? C'est une question à méditer.